l'océan, sous l'océan. Oh, chiotte. Oh, crachiotte. Déjà que j'aime pas le film original. Oh. Et alors là, la tranche de plongeon. Et le rap de la mouette. Putain. Faites qu'ils arrêtent. Faites qu'ils arrêtent. Le Roi Lion c'était déjà trop, mais là. La questa. Bon, Disney n'a clairement pas fini avec ses remakes nazes, et alors que certains survivent à peine au remake de La Petite Sirène et sont toujours dans le coma après celui de Peter Pan, d'autres se préparent pour la future catastrophe qu'est le remake de Blanche-Neige, et celui de Lilo et Stitch fait déjà extrêmement peur. Ce qui est dommage, car autant des remakes de films comme La Belle et la Bête qui avaient pas vraiment besoin de réécriture ou d'amélioration, ou de Blanche-Neige dont les principales qualités reposent sur sa place dans l'histoire de l'animation au cinéma, c'est inutile et ça gâche tout, autant Lilo et Stitch est de la catégorie des films Disney qui auraient bien besoin d'un bon remake, à savoir des films que les gens aiment mais qui sont loin d'être parfaits et pourraient avoir de vraies bonnes corrections. C'est pour ça que même les anti-remakes Disney aimeraient bien qu'on fasse un remake d'Atlantide l'Empire perdu par exemple. Ça et le fait qu'ils ont pris Dean Fletcher Camp, un réal qui, avec son premier long métrage Marcel le Coquillage, a prouvé qu'il maîtrisait l'animation intégrée au live action, et une ambiance enfantine qui collerait parfaitement au monde de Lilo et Stitch, mais vu comment même Robert Zemeckis n'a pas pu faire mieux que tenir la caméra dans son Pinocchio, un jeune réal inexpérimenté en film à gros budget, c'est mal parti niveau liberté artistique. Aussi, le casting pue déjà, entre l'acteur qui joue David qui fut déjà remplacé parce que le précédent aime un peu trop utiliser le mot en haine, l'annonce de Jolene Purdy dans le rôle d'une assistante sociale de Lilo et Nanny qui laissait entendre qu'ils allaient se débarrasser du personnage très populaire de Monsieur Bubble avant qu'ils aient recruté en catastrophe le premier acteur de Lovecraft Country qui passait dans le couloir pour calmer la polémique. Ou encore le choix de l'actrice de Nanny qui est certes hawaïenne mais... je vois pas le rapport, quoi. Donc ouais, beaucoup sont inquiets que ce remake Disney, comme tous les remakes Disney en fait, va gâcher l'histoire du film original pour lui enlever son identité et humanité. Et moi, je comprends totalement d'où viennent ces craintes. Parce que ces craintes ont déjà été réalisées, en fait. Et ce, dans le film original lui-même. Car Lilo et Stitch est probablement le film le plus censuré de l'histoire de Disney. Et là, vous allez me dire, quoi ? Plus que Mélodie du Sud, plus que Fantasia, plus que La Petite Sirène qui fut censurée pour un détail de merde que tous ceux à l'esprit tordu ont vu comme une érection visible, alors que c'est juste les genoux cartoonesques d'un mec qui donnait cette forme? Oui, plus que ces films-là, oui. Pas pire ou plus dévastatrice, mais qui a eu le plus de censure. Au pluriel. Car ces autres films n'ont eu qu'une seule forme de censure. Mélodie du Sud n'est juste plus distribuée depuis sa sortie VHS. Fantasia a juste supprimé quelques plans. La Petite Sirène a juste modifié un détail. Et surtout, des changements qui ne sont arrivés qu'après la sortie du film. Lilo et Stitch, c'est après sa sortie, pendant sa post-production, pendant sa production, et probablement même pendant sa pré-production. Ce film est l'incarnation des milliers de compromis de la vision des artistes. Parce que ouais, le coup de la machine à laver transformée en boîte à pizza dont j'avais parlé dans ma vidéo sur Disney+, ce n'était que la dernière censure en date. Et aujourd'hui, nous allons redécouvrir toutes les étapes de censure progressive de Lilo et Stitch pour avoir une bonne idée d'à quel point ces censures-là vont être pires dans le remake. Mais avant de commencer, parlons du parcours du personnage de Stitch, parce que on peut dire qu'il a un parcours assez ironique. Stitch, le bad boy. On l'oublie un petit peu, mais Stitch était vu comme le rebelle de Disney à l'époque. Ouais, ça prête à sourire dit comme ça, car de nos jours, Stitch est pratiquement devenu une 4e mascotte pour Disney, avec Mickey, Winnie l'ourson et la fée Clochette. Ce qui est très pratique, sachant qu'avec les lois du copyright, ces personnages sont presque dans le domaine public. Mais c'est vrai, Stitch était vendu comme un personnage dit edgy. Autant que pouvait l'être Disney, bien sûr. Il faut dire, c'était une période difficile pour Disney qui perdait de plus en plus d'argent, perdait la fidélité de son public, il risquait même de se faire racheter par une autre boîte. Même les patrons partaient avec Michael Eisner qui mettait fin à son règne de terreur. Excuse me, will you sit down please? You're blocking our view. Sorry, Mr. Eisner. Excuse me. It'll never happen again. Et Roy
l'œil Disney qui se tire. Donc Disney tentait différents styles pour se démarquer de la période Eisner. Grâce à ma vidéo sur Dwayne Johnson, j'ai pu trouver le terme parfait pour qualifier cette période où Disney essayait de se détacher de cette image un petit peu gentillette pour faire des trucs un peu plus cool. À la WWF, on appelait ça l'ère attitude. Plus de violence, plus d'allusions au sexe, et on envoie chier les trucs mignons. Maintenant place aux rebelles insolents, sarcastiques et anticonformistes, qui sont vite devenus très conformistes à force de juste faire ce que faisaient les autres. Donc Stitch était plutôt bien tombé pour Disney qui voulait s'opposer à des personnages comme Shrek, qui en plus d'être irrévérencieux et crado, se moquaient des dessins animés classiques adaptant des contes de fées qui ont fait le succès de la compagnie aux grandes oreilles. Surtout que sur pas mal de points, on peut voir en Stitch une parodie de plusieurs personnages d'Eisner, notamment les Gummies, dont Eisner avait demandé d'en faire une série uniquement parce que c'est gosses qui fait les bonbons de petits oursons. Le pire c'est que la série est pas si mal que ça. Et pourtant, Stitch était dans les placards depuis un moment. Depuis les années 80 même. Bienvenue chez Disney où tous nos projets mettent des décennies avant de se concrétiser. Lilo et Stitch a été réalisé par Dan DeBlois et surtout par Chris Sanders, qui est non seulement le créateur du personnage de Stitch, mais aussi sa voix. Ce qui est une stratégie de génie dans une corporation qui te dépossède très vite et facilement de ta création comme Disney, car comme ça il peut être sûr qu'il sera payé à chaque fois qu'ils mettront Stitch dans un film, un jeu vidéo, un caméo dans un autre film, ou encore un remake. Et ce film était pour lui la consécration, car malgré qu'il bosse pour Disney depuis 1984, et qu'il ait participé à leurs classiques comme La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi Lion, il n'a pas su laisser sa patte. Son plus grand apport au film de la Renaissance Disney était le personnage de Petit Frère dans Mulan, dont il fait la voix aussi. Dan DeBlois explique en interview qu'il a voulu faire ce film justement pour que Chris Sanders ait la reconnaissance qu'il mérite, en adaptant son style de dessin bien rond qui caractérise ses dessins préparatoires des précédents projets de Disney où il a bossé. Forme arrondie qui prend sens quand tu te rends compte que le mec avait commencé sa carrière en bossant dans les dessins animés Muppet Babies. Ouais, ça donne sens maintenant à la tronche de tous ces personnages qui font vraiment marionnettes, n'est-ce pas? Chris Sanders avait déjà des idées pour Stitch depuis les années 80, représentant d'abord le petit alien ainsi. Car c'était l'époque où pas mal d'artistes bossant chez Disney en avaient marre de faire des personnages mignons et voulaient faire des trucs plus sombres et osés comme Tim Burton et Don Bluth. Et déjà à cette époque, il y avait cette ambition de faire un film qui n'était pas des histoires de princesses ou de contes de fées, mais qui se passerait en pleine ville contemporaine, comme Oliver et compagnie, Bernard et Bianca au pays des kangourous et Dingo et Max. Ouais, c'est pour ça que Lilo et Stitch se passent dans une ville moderne à Hawaï. De nos jours, des tas d'autres productions Disney se passent à l'époque contemporaine avec des ados ou des gosses faisant des bêtises, mais vous n'avez pas idée d'à quel point ça semblait exceptionnel à l'époque. Genre quand Dingo et Max est sorti, on était genre un jacuzzi animé par Disney, mais what? On sent aussi que c'était une époque où Disney avait peur de perdre son public s'ils essayaient pas d'être plus cool. Clairement, avec le personnage de Stitch, ils espéraient rattraper leur retard par rapport au concurrent DreamWorks avec son Shrek, ainsi que son autre concurrent, Warner, qui, par je ne sais quelle magie, avait rendu Taz le diable de Tasmanie tendance. Et donc les mecs se sont dit, hey, il fait un peu Taz, ce machin poilu et vénère qui détruit tout et dit n'importe quoi. Vendons ça comme de la contre-culture de notre propre culture pour donner l'impression d'avoir de l'autodérision. Ainsi, ils l'ont vendu comme un film rebelle avec Stitch qui dégoûte tous les autres personnages de Disney, qui écoute du AC/DC et fout la merde dans les tournages des précédents films. Mais toujours moins désastreux que votre remake à vous. Je serai dans ma chambre. Va faire ton film ailleurs. C'est quand même marrant que Belle, la paysanne qui est devenue princesse parce qu'elle a vu la bonté en la bête, envoie chier Stitch qui a un petit peu le même genre d'histoire et ce avec un petit peu de mépris de classe, tu sais. Et là, Mufasa se tourne vers sa femme et est genre... T'as pas quelque chose à me dire? Eh, ce n'est pas Simba! Oh non, il est 10% plus choupi que Simba! Et 75% plus choupi que celui dans le remake. Je chantais là. T'es conne? Genre, tu crois que Stitch il contrôle les vagues là? Mais qu'est-ce que tu t'en fous de recevoir de l'eau pendant que tu chantes? T'es une sirène, t'as la capacité de chanter même sous l'océan! Est-ce que Stitch est en train de piquer la copine d'Aladin? Hey! Oh mon dieu!
ok, il y a tellement de trucs à dire sur ce passage. Le fait que Disney a bien plus détruit le romantisme de ce rêve bleu et slut-shamer Jasmine plus que n'importe quelle parodie de cette chanson, le fait que c'est potentiellement canon que Jasmine soit fan de Furies, le fait que Jasmine comprend apparemment le langage alien de Stitch, ou le fait qu'Aladin se sent con d'avoir souhaité d'être un prince pour séduire Jasmine, alors que clairement Jasmine adore les voyous quoi. En fait il aurait dû souhaiter avoir plus de poils. Génie, je souhaite être une boule de poils bleus. D'accord, je te transforme en mes couilles. Yes, attends quoi? Et le plus drôle dans ce côté, regardez comme c'est un bad boy Stitch, c'est que... bah ça a vite disparu évidemment. Outre le fait que toute l'histoire du film repose sur Stitch qui apprend à être plus gentil, le reste de l'exploitation du personnage repose sur le fait que Stitch est ultra mignon. Des peluches, des pyjamas et autres vêtements, des bijoux, des jouets, des jeux vidéo, des attractions, notamment une qui recycle une précédente attraction jugée trop effrayante pour Disney. Non, sérieusement. Et qui a d'ailleurs une animatronique vraiment impressionnante. Et bien sûr, des tas de suites. À l'heure actuelle, Lilo et Stitch est le deuxième classique Disney à avoir eu le plus de suites et séries. Le premier étant Winnie l'ourson, qui est au-dessus avec 5 suites, un reboot, une adaptation live-action à la Hook et 3 séries. Lilo et Stitch fut en effet suivi de Stitch le film, qui sert aussi d'épisode pilote à la série télé Lilo et Stitch on est juste Pokémon maintenant. Entre temps, ils ont fait Lilo et Stitch 2, Stitch Fucking Dies, et ensuite ils ont fait le film qui conclut la série, Lilo et Stitch, la fin c'est juste Avengers. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, parce que Stitch n'est pas seulement mignon, tu vois, il est surtout... Ouais, Stitch fut très utilisé pour capitaliser sur le marché japonais. Quand je disais que la série télé était juste Pokémon, j'étais pas loin. C'est même de là que vient le personnage d'Angel qui sera collé à Stitch pour vendre encore plus de trucs kawaii. Mais aussi, les créatures dans cette série sont enfermées dans des capsules. Tu sens qu'ils voulaient profiter un petit peu du succès des gachapons, non? Et ils l'ont fait, et ça a bien marché tant Stitch correspond au charme des mascottes japonaises. Et ils l'ont bien installé dans des apparitions dans Kingdom Hearts et son propre animé en collaboration avec Madhouse. Le premier est à l'heure actuelle le seul animé Disney. Non, Tengoku Daimakyo et Time Shadows ne comptent pas. Ils sont distribués sur Disney+, mais ils n'ont pas été produits par Disney+. Et Star Wars Vision, c'est surtout Lucasfilm. Il faut plus trop les animer maintenant. Hein. Animé que les fans détestent, car non seulement ça fait régresser le personnage de Stitch qui redevient un petit monstre et abstène de redevenir gentil que pour avoir une récompense à la fin, mais aussi parce que Lilo est remplacé par cette gamine, Lilo qui entre temps est devenue adulte et a apparemment laissé tomber Stitch pour se cloner elle-même. Non, non, sérieux, à ce stade, c'est du clonage. Hein. Aussi, c'est juste la première série en moins bien. Et la première série au moins avait le mérite de faire des crossovers rigolos avec Kim Possible, La Cour de Récré, Cool Attitude et American Dragon. Ouais. Ces 5 séries se passent dans le même canon. Kim Possible se passe dans le même univers que la cour de récré. Réfléchissez un petit peu à tout ce que ça implique. Oh, bonjour moi. Bonjour moi. Comment je vais? Comme une blague déjà faite. Oh, je suis là moi aussi. Eh, moi, ça faisait longtemps que je m'étais pas vu. Et enfin, la série tellement obscure que c'est pratiquement le fond de l'iceberg Lilo et Stitch, et Stitch and I, une série d'animation chinoise coproduite par Disney. Et qui n'a pas été des masses distribuées en dehors de la Chine. Et comme Disney Plus n'existe pas en Chine, j'ai pas pu voir ce que ça vaut. Et ça n'a eu que 13 épisodes. Donc déjà, Disney a enlevé le côté bad boy de Stitch après le film pour le rendre plus adorable et buggable. Classique, ils ont fait pareil avec Jack Sparrow, le rendant tellement lisse que même Johnny Depp ne sait plus comment le jouer. Et Hollywood a d'ailleurs fait pareil pour Moi Moche et Méchant, Shrek, Robocop et bien d'autres. Mais le détail un petit peu rigolo, c'est que le film est quand même hors norme pour les standards de Disney. Mais ça n'a rien à voir avec Stitch en fait. Comme je disais, Stitch peut être vu comme une parodie de personnages créés sous Eisner. Mais du coup, ce sont des choses familières. Stitch est dégueu, comme Timon et Pumba. Il est désagréable et colérique, comme Philoctète. Il est rejeté par la société malgré sa gentillesse intérieure, comme la Bête ou Quasimodo. Et il est vulgaire. Mais dans une autre langue. Laisse ma mère en dehors de ça. Ah, la technique de Joss Whedon pour faire dire à ses personnages des gros mots sans risquer la censure. Les faire dire dans une langue que le spectateur ne va pas comprendre. Dachan, Batsechalai Datsutse, tu me proposes un échange? Un échange? Bref, malgré tout, Stitch reste dans une répétition de ce qui a déjà été fait dans le passé de Disney. Il est plus brutal et violent, certes, mais il est pas aussi subversif et hors norme que ça. Faut dire, leur modèle de bad boys pour ce film, c'est... Elvis. Oh attention, il est tellement malade et inconscient qu'il va vous dire « Thank you very much ». Non, là où le film est vraiment hors norme et subversif, c'est pour le personnage de Nani, la grande sœur de Lilo. Déjà parce qu'elle ne ressemble pas aux autres protagonistes féminins de films Disney, ce qui est un changement important à souligner car, parce que Disney gère une gamme de poupées pour petites filles, les personnages féminins se retrouvent un peu dans le même moule, les mêmes formes, les mêmes longs cheveux. Problème toujours d'actualité, comme le confirment tous ceux qui critiquent les designs trop conformes d'Elsa et Anna dans La Reine des Neiges. Ou même toute la situation avec Encanto, où Disney a failli forcer un changement du design sur le personnage de Louisa pour qu'elle ressemble un peu plus aux autres princesses Disney qu'elles vendent dans leur gamme de jouets, et où ils ont fait un très mauvais calcul en misant tout sur la jolie fille de la famille Madrigal,
principale, Isabella, résultant des tas de poupées Isabella qui se vendent pas. Par contre, Louisia, rupture de stock. Et même après la preuve ultime que leur public ne veulent pas que des jolies princesses, mais veulent aussi des physiques variées, voire des femmes musclées, eh bien ils continuent à forcer cette norme, au point que même Ursula, jouée par l'actrice qu'on prend tout le temps pour jouer une femme grosse rigolote, est redesignée pour être plus mince. Même Polochon se fait body shame, il est tout plat maintenant. Comment vous allez vendre des peluches confortables avec ça? 2 sur 10, tiens mal dans mes bras. Nani, par contre, ne correspond pas à ses standards esthétiques. Elle est jolie, oui, très mignonne, mais pas comme les autres princesses Disney. La partie qui prend le plus d'espace dans son design est sa tête, permettant de plus mettre en avant ses expressions, et ses jambes clairement plus athlétiques. Même son nez, c'est pas un joli petit nez de fée clochette, il est épaté et volumineux, ce qui participe à la rondeur de son design, qui a du charme, qui plaît énormément aux fans, et qui prouve que, ouais, le mec a bossé sur les Muppets avant ça. Chose pas du tout perdue avec le remake qui engage une nana qui ressemble à toutes les actrices de sitcom Disney Channel. Et puis aussi, Nani n'est pas la première héroïne indigène de l'histoire de Disney, mais c'est la première à ne pas être démontrablement sexualisée comme pouvaient l'être Pocahontas, Esmeralda ou même Jasmine. Ouais, les médias hollywoodiens ont toujours eu cette tendance de rendre ultra sexy et exotique tous les personnages féminins qui ont une peau un petit peu sombre. C'est ultra chelou dans le contexte, non? Et ils sont où les conservateurs qui se plaignent de contenu sexuel indécent dans un film Disney quand ils osent à peine évoquer l'existence des LGBT, qui bizarrement sont complètement muets et invisibles quand Esmeralda fait du pole dance ou que Pocahontas se refait toutes les pubs de parfums sexy? C'est pas un souci quand c'est une femme hétéro aussi, c'est pas vrai? Et Nani, elle, est juste montrée comme une femme normale qui essaye de gérer sa vie. La tenue la plus exotique qu'elle porte est la tenue de serveuse pour un restaurant attrape-touriste. On reviendra sur la partie concernant les touristes et le côté post-colonial de la situation de nos personnages. Lilo aussi sort de la norme de l'enfant surglorifié de ce genre de film. C'est pas l'incarnation d'une innocence angélique et pure, c'est une sale gosse qui a des amis imaginaires, des passe-temps bizarres, se dispute et se bat souvent avec sa sœur. Elle dit aussi des trucs dont elle comprend pas forcément la portée parce que... bah c'est une gosse. J'adore le moment où Nani l'attrape et pour se sortir de là, elle lui lèche le bras de façon bien dégueu. Genre, waouh, un truc que font vraiment les gosses. Et comme Nani, elle n'a pas l'apparence classique de poupée que Disney nous vend pour ce genre de personnage. Habituellement. Et les gens la kiffent pour ça. Quand les gens découvrent le film, ils sont là pour Stitch. Et quand ils sortent du film, ils repensent surtout à Lilo et Nani. Même Pickly est plus hors norme, surtout de nos jours, car, chose qui sera confirmée dans les suites et séries, Pickly est un drag. Pickly et c'est mes vêtements quand je ne suis pas là. Non. Il adore porter des vêtements féminins, des perruques, il y a même des moments où il est genré au féminin. Tante Pickly, enchanté. Ah, là, par contre, ils viennent se plaindre, hein. Putain, ces extrémistes hypocrites LGBT-phobes. Oh, ils sont violents en plus. Bref, Disney a vraiment du mal à comprendre son propre film et ce qu'il a su apporter, malgré toutes ses tentatives d'enlever sa matière, tout en continuant à l'exploiter. Mais qu'ont-ils modifié d'autres, et pour quelles raisons? La boîte à pizza en métal. Quand j'ai parlé de cette censure de ma vidéo sur Disney+, beaucoup ont posé la question... pourquoi? Eh bien, c'est à cause des Britanniques. En effet, comme je l'avais expliqué dans cette vidéo, Disney+, ne censure pas. Ne censurez pas. Ça a un peu changé depuis, comme certains fans de Marvel l'ont remarqué. Et bref, Disney+ n'a techniquement pas censuré Lilo et Stitch, mais pris la version la plus censurée, à savoir la version britannique. Parce qu'apparemment, l'Angleterre a peur que ça encourage les enfants à se cacher dans des sèche-linges. De la part d'un pays qui a renommé Tortue Ninja Tortue Héros. Cela dit, ouais, c'est un problème récurrent. Des enfants sont en effet morts parce qu'ils se cachaient dans une machine à laver ou un sèche-linge. Problème qui a même poussé Sonic le Hérisson à nous mettre en garde. Certains d'entre vous doivent se dire « Ouah, c'est super marrant. Si c'est ça, c'est que vous n'avez pas beaucoup de cervelle. » Sonic, tu parles à des gosses, là. Va te faire foutre un peu. Et si tu aimes mettre tes doigts dans la prise, gamin, eh bien va te faire... Ta mère, c'est une... Je la... tous les soirs avec... Et je... avec Bill Cosby. Chaque année, des enfants imprudents s'offrent un tour de manège dans des sèche-linges comme celui-ci. Et ça se termine à l'hôpital. Il fait une température infernale là-dedans. Et les rayons du tambour peuvent vous briser les os comme des allumettes. Et si vous trouvez amusant de grimper dans un sèche-linge, c'est que vous êtes givré. Ouais, ou tu installes ton sèche-linge à un niveau où le gosse peut pas l'atteindre, ou tu trouves un truc pour fermer la porte pour être sûr que le gosse ne pourra jamais s'approcher d'une machine à laver, ou tu surveilles ton gosse, hein. Je veux dire, les gosses qui peuvent rentrer dans un sèche-linge, ils vont pas comprendre ce que tu dis, Sonic, hein. C'est le boulot des parents de protéger les enfants contre les trucs dont ils sous-estiment le danger. C'est pour ça que ces trucs de prévention étaient débiles, c'est surtout aux parents de dire de faire attention. Et ouais, c'est pour ça qu'ils ont redessiné la machine à laver de cette scène par une commode avec une porte faite en boîte à pizza. Et si vous trouvez ce changement fainéant, vous n'avez pas encore entendu le bruitage que fait cette boîte à pizza. Ben oui, ils ont changé l'image, mais ils ont gardé la piste son. Du coup, t'as juste l'impression que la boîte à pizza, elle est en métal. Ah, et histoire de rendre ça encore plus ironique, voici un des cousins de Stitch,
Et voici un des produits dérivés basés sur Lilo et Stitch. Une machine à laver pour filles à l'effigie de Stitch. T'es con? C'est des tronçonneuses à l'effigie de Stitch qu'il fallait faire. Surtout que malgré toutes les censures qu'a subi le film, Stitch utilise toujours une tronçonneuse, hein. Oh là, mon chien a trouvé la tronçonneuse. Bon, ça c'est fait. Passons maintenant à l'autre élément de censure que certains connaissent peut-être déjà. Stitch chez Al-Qaïda. Le climax du film, c'est Stitch qui, après être redevenu pote avec Jumba, prend leur vaisseau spatial pour sauver Lilo qui s'est fait capturer par erreur par Gantu. Et ce, lors d'une poursuite aérienne à travers l'île d'Hawaï. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que cette scène est le résultat d'une censure. Parce qu'à la base, Stitch et Jumba ne vont pas dans un vaisseau spatial. Ils volent un avion de ligne pour poursuivre Gantu. Un Boeing 747. Et la poursuite aérienne à travers l'île passe par la ville. Notamment des immeubles. Le film est sorti en juin 2002, soit presque un an après le 11 septembre 2001. C'est con parce que, comme vous pouvez le voir, la scène était quasi finie, animée et coloriée. Genre, ils étaient au stade final de la production de ce passage. Tu peux même voir que le vaisseau a tout de même une apparence d'avion sur les bords. Il se conduit comme un avion avec les manches à balai et tout, les fauteuils sont les mêmes que sur les avions de ligne, la poignée pour ouvrir la porte est la même. Tu peux même voir un reste de gag où Pickly utilise le téléphone pour poser des questions sur les services que propose la compagnie de l'avion. How many pieces are in the 4-piece luggage set? Well, I don't know, maybe the company is called 4-piece. Et désolé d'insister, mais c'est vous qui vouliez faire de Stitch un personnage edgy, non? Donc lui faire détourner un avion dans un film post-11 septembre, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire de plus edgy, hein? Et si ça se trouve, dans le remake, il va bel et bien détourner un avion, mais bon, 13 ans après le 11 septembre, c'est moins osé, quoi. Et moins drôle. Et là, vous vous dites, waouh, Stitch a failli provoquer le 11 septembre, mais ce sera quoi après? Stitch a tué des gens? Stitch a tué des gens. La séquence d'ouverture sur le procès de Stitch, à la base, devait se faire sans Jumba. Parce que dans cette version du script, Stitch n'a pas été capturé dans le labo de Jumba au moment de sa création, il a été capturé après que Stitch ait déjà détruit quelques villes à travers la galaxie. Ouais, sérieusement, à la base, Stitch avait tué des gens. Waouh, que j'aurais aimé lui parler de ça durant Stitch Live. Hé Stitch, ça fait quoi d'avoir commis un génocide? Faut pas plaire. C'est pas bien, non. Non, faut pas plaire. Non, faut pas. Je veux dire, faut décider, Disney. Soit t'assumes que tu veux faire de Stitch un bad boys, soit t'arrêtes de prétendre, hein. Je veux dire, tu peux pas avoir le beurre et la crème non battue, là, c'est physiquement impossible. Je vais même dire, cette intro marche mieux que celle qu'ils ont opté à la fin. Parce que la participation de Jumba à la discussion rendait le rythme de cette scène trop chaotique. Introduire le personnage plus tard quand la présidente va lui demander de ramener Stitch marche mieux. Surtout que... depuis quand il est en tôle, là, en fait? Les réels expliquent que c'est pour que Jumba soit plus responsabilisé sur la création de Stitch. Mais je trouve que ça déresponsabilise Stitch qui, justement, n'a encore rien fait dans cette version. Et ça justifie encore plus la peur que suscite Stitch de montrer que, ouais, il a déjà détruit plein de villes avant. En fait, en général, Disney a censuré pas mal de scènes jugées trop violentes et montrant Stitch comme une enflure. Stitch détruit la vie de Lilo. La scène où Jumba démolit la maison de Lilo est, dans le film, plus comique qu'autre chose. Mais dans une version précédente, c'est beaucoup plus dramatique et dark. Pour commencer, Stitch utilise Lilo comme un bouclier humain. Timothy, don't do that. No one told you. We got fired this morning. New rules. Ensuite, le reste de la scène enlève tous les moments où Lilo risque de se prendre un coup de blaster. Jumba, en général, utilise moins son blaster qu'à l'origine. On ne joue pas avec les armes. Ah oui, c'est vrai. Et on rend le tout plus gaguesque pour adoucir le film. Au point où ça en devient incohérent. Genre à quel point ta maison est pourrie pour que des assiettes suffisent à détruire le plafond. Non et puis merde, le ton quoi. C'est la scène où Stitch fait la connerie de trop qui détruit la vie de Lilo et Nani. Donc faut montrer le danger et la destruction qu'il provoque. Pas le montrer faire des peluches piégées avec Lilo qui se pose pas de questions par rapport au gros alien qui défonce tout. Ils rendent même des gags moins drôles en remplaçant une arme mortelle par un couteau suisse avec du dentifrice. Sérieux, on dirait un truc de 4Kids là. Oh ouais, le méchant qui utilise un blaster c'est mal, mais Stitch qui utilise une tronçonneuse, pas de soucis hein. Oh et pour finir, la maison est achevée par une fuite de gaz que Stitch provoque pour empêcher Jumba de tirer, tout en le narguant. Ouais, il a volontairement mis la maison en péril et en sachant pertinemment ce qu'il faisait. C'était pas un accident après avoir joué à la patate chaude avec un blaster. Oh, je vais oublier, c'est ton anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux Noël. C'est pas Noël. Joyeux Hanouka. Comment vous savez ce que c'est Hanouka?
Ou Noël. Du coup, Lilo qui l'engueule juste après a plus de sens. C'est toi qui as tout gâché. Alors dans la version finale, non, Jumba a tout gâché. Mais dans la version originale, ouais, c'était en grande partie de sa faute. Et il mérite de se faire engueuler par Lilo pour le coup. Tu vois, je déteste même pas le film, je veux dire, c'est pas le meilleur de Disney de loin, mais je le trouve mignon et sympathique quoi. Et chaque fois que je me renseigne sur ce que le film aurait pu être sans toutes les interventions de Disney... Ah! Il y a aussi cette autre scène supprimée où Lilo présente à Stitch son ami le poisson qui aime le beurre de cacahuète. Vous savez, celui qu'on voit au tout début du film et que Lilo dit à son prof qu'il contrôle la météo. Et Stitch le tue. Non, vraiment, il donne un coup au poisson qui le fait tomber par terre, des mouettes arrivent pour l'attraper et attaquent Lilo sur le chemin, Stitch regarde la scène en rigolant et le poisson meurt. Et Lilo l'enterre, près de la tombe de ses parents. Pareil, pourquoi avoir supprimé cette scène? Ouais, ce que fait Stitch est horrible, oui. C'est ce que vous aviez promis, non? Et c'est même une scène essentielle où Stitch commence à comprendre que Lilo a une vie assez triste finalement, et que les actions de Stitch ont des conséquences graves. C'est ultra important pour son évolution de créature destructrice, à d'où Agneau aimant sa famille et regrettant la destruction qu'il a provoquée. Montrer que finalement, Stitch est, à son échelle, comme Lilo, un sale gosse qui fait des bêtises, qui a besoin d'une meilleure influence. Et pourquoi ce sont des sales gosses qui font des bêtises? Parce qu'ils ne trouvent leur place nulle part dans une société qui les rejette. Lilo contre le colonialisme. Vous êtes-vous demandé pourquoi le film se passe à Hawaï? Je veux dire, ils avaient aucune obligation par rapport à je ne sais quelle œuvre d'origine. C'est pas comme Mulan, Hercule ou Le Roi Lion où l'histoire repose sur le fait que ça appartient à un certain pays ou une certaine culture qu'on va recréer et disneyifier pour ses films. Lilo et Stitch, c'est un film original qui pouvait se passer n'importe où ailleurs. Donc le choix d'Hawaï est probablement délibéré. Mais quel est donc le rôle d'Hawaï dans ce film? C'est simple. À travers l'histoire de cette petite fille qui devient amie avec un alien exilé, le film critique la colonisation des îles du Pacifique, comme Hawaï. Non, je n'invente rien. Pas mal de scènes supprimées tournent autour du statut de Lilo en tant qu'originaire d'un état ravagé par le tourisme et l'influence nord-américaine. La plus significative, c'est une scène où Lilo et Stitch se rendent à la plage. Ils croisent un touriste. Hey kid, where's the beach? My halo! Puis un autre touriste beaucoup plus insultant. Hey, speak English? Which way to the beach? Évidemment qu'elle parle anglais. Elle est hawaïenne. Hawaï, ça fait partie des États-Unis. Crétin raciste. Tu mérites de t'être paumé en forêt, toi. D'ailleurs, en y repensant, je crois que la blague de Lilo qui donne une direction différente à chaque fois qu'on lui demande où est la plage, c'est que t'es sur une île, connard. La plage, c'est partout. Et une fois arrivée à la plage, elle gueule que les touristes vont mourir à cause d'un tsunami, provoquant une panique totale. Tourists, prepare to die! Huh? Does girl control ocean? How should I know? Et ce n'est pas juste Lilo qui est montré comme un petit monstre. La scène lui donne raison dans sa façon d'antagoniser les touristes en les montrant comme des cons qui traitent Lilo, une enfant, comme une curiosité typique de la région, une créature exotique, comme si c'était les Romains civils dans Astérix, le domaine des dieux. Oh look, a real native! Et sans oublier le mot de fin, où Monsieur Bubble dévisage Lilo, qui ne trouve qu'une seule chose à dire pour ce qu'elle vient de faire. If you lived here, you'd understand. Et là, c'est comme si une pièce du puzzle venait de s'ajouter et tout le film retrouvait son sens initial. Comme je l'ai dit, Nani travaille à un moment du film dans un restaurant touristique, où elle est donc obligée de porter une tenue exotique et stéréotypée hawaïenne, et sert les gens durant un spectacle dit typique. Et quand tu revois le film, tu te rends compte que tous les autres métiers qu'elle essaye d'obtenir sont liés au tourisme. Vendeuse de fruits régionaux, réception dans un hôtel de luxe, café, sauvetage à la plage. Il y a aussi le fait que pour Hawaï, il y a pas mal de blancs dans la région. Et pas que les touristes, hein, la camarade de classe de Lilo, la nana de la fourrière, le vendeur de glace, le mec de l'hôtel, la sauveteuse qui est apparemment inspirée de Pamela Anderson dans Alerte à Malibu, et bien sûr, le gros monsieur qui mangera jamais sa glace. Gros monsieur qui au début du film se fait photographier par Lilo. Pourquoi? Elles sont belles, tu trouves pas? Sur le contexte de la scène sur les touristes, ça ressemble juste à un gag genre lol, elle est bizarre, elle aime bien les gros, mais dans ce contexte-là, elle photographie les touristes comme les touristes la photographient elle. Isn't that cute?
Lilo ne trouve même pas sa place dans son propre pays et se comporte comme une peste par rébellion contre ceux qui la font se sentir comme une étrangère dans sa propre existence. C'est là que tu vois que tous les crétins racistes qui, dès qu'ils voient une minorité se plaindre du racisme qu'ils subissent, ils sont genre « Oh mais si t'es pas content, t'as qu'à retourner dans ton pays !» Et comme le montre ce film, bah même dans mon pays, t'as apporté ton racisme de merde. Je fais quoi alors? Je vais sur une autre planète? Et tu comprends encore mieux le problème de Lilo. En plus d'avoir des passe-temps bizarres, une situation familiale difficile avec la mort de ses parents et sa grande sœur essayant tant bien que mal de s'occuper d'elle, elle est entourée d'étrangers qui font comme si elle était une curiosité, une chose amusante, pas une enfant. Pas étonnant qu'elle veuille faire fuir les touristes ou qu'elle s'énerve facilement contre sa camarade de classe ou sa sœur. C'est déjà difficile à gérer pour un adulte, alors imagine quelqu'un de son âge. Ça rend encore plus ironique le fait que Stitch a plus tard servi à étendre la partie touristique de la corporation, que ce soit les croisières Disney ultra polluantes et les hôtels de vacances à Hawaï. Le film qui critique le tourisme et la colonisation d'Hawaï est devenu une excuse pour faire du tourisme et profiter des conséquences de la colonisation d'Hawaï. Je suis heureux de vous annoncer que nous avons créé le cybercube de l'apocalypse, issu du roman Visionnaire. Ne créez pas le cybercube de l'apocalypse. C'est un problème qui est toujours d'actualité chez Disney et qui a pratiquement commencé avec Lilo et Stitch. Faire des films dans une optique soi-disant woke, prise de conscience, pour pouvoir y faire des projets touristiques avec de l'appropriation culturelle. Moana qui a servi pour les centres de vacances dans les îles, Coco qui a failli permettre à Disney d'acheter les droits autour de la fête des morts, et pratiquement sûr que quand ils feront leur remake du Possé de Notre-Dame, ils vont finaliser et financer eux-mêmes la reconstruction de la cathédrale pour en faire leur propriété. Parce que ouais, quoi qu'en disent les réacs, les corporations woke peuvent pas exister, car au final ils finissent toujours par utiliser l'image de leurs produits woke pour n'en faire qu'un moyen d'obtenir plus de pognon au lieu de vraiment encourager un changement ou une remise en question, faisant même l'inverse de ce que le film disait. Oh, tu aimes La Belle et la Bête? Cette histoire sur la beauté intérieure plus importante que celle de l'extérieur? Eh bien dans ce cas, achète ma poupée de Belle dans sa magnifique robe. C'est ce que fait Disney. Elle militarise toutes les idées et tous les rêves, tout ce qui a de l'importance pour nous. Ils en ont fait une vie triviale. Et bien que le film soit le déclencheur de cette façon de faire de Disney, on se doit de reconnaître l'effort des artistes de vouloir garder cette intention originelle. Les réalisateurs ont non seulement tenté cette approche, mais ont aussi apporté beaucoup de soin à représenter la culture hawaïenne, que ce soit les décors, le mélange de modernité et de tradition que composent les rues hawaïennes, l'emploi de mots comme Ohana. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. Je trouve ça cool et triste en même temps que des tas de gens ont pu découvrir ce mot grâce à un film Disney. D'un côté, ils apprennent des trucs aux gosses et c'est bien, mais de l'autre, Disney domine le monde. La danse traditionnelle, qui, croyez-le ou non, malgré le nombre de références qu'ils avaient sous la main, n'a pas été faite en rotoscopie. Ouais, la danse a été entièrement faite à la main. Mais il y a un autre élément qui donne encore plus de profondeur au film. La chanson. Pas les chansons d'Elvis Presley qui aggrave la situation de Lilo quand on y pense. Genre même ton modèle de droiture le plus hawaïen que t'as sous la main... Il est blanc. Et je ne parle pas non plus des deux chansons originales composées par Alan Silvestri et le chanteur hawaïen Mark Kelai Omalu et les chœurs des jeunes chanteurs de l'école Kamehameha. Ouais, ce mot ne vient pas de Dragon Ball à la base. Kamehameha, c'est le nom d'un roi hawaïen. Vous en saurez plus quand Dwayne Johnson et Robert Zemeckis auront fait leur film là-dessus. Putain, même quand je fais une vidéo pour faire une pause entre mes vidéos sur Dwayne Johnson, je finis quand même pas parler de Dwayne Johnson, fait chier. Non, je parle de cette chanson. Aloha Oe est une chanson hawaïenne datant de 1890, chantée par Lili Wakalani, la dernière souveraine d'Hawaï qui a longtemps défendu son peuple contre le colonialisme états-unien. Différentes sources se contredisent sur l'histoire derrière cette chanson, mais on s'accorde au moins sur le fait que c'était clairement un adieu à un être cher de Lili Wakalani. Hawaï voit la chanson comme celle qui marquait la fin de la monarchie, mais aussi la fin de leur indépendance, le coup d'état des troupes américaines et le début de l'annexion forcée d'Hawaï aux États-Unis, devenant le 50e État en 1959. Et malgré que cette chanson a un peu subi le même traitement que Bella Ciao, faire oublier son fond et son message pour le résumer à une chanson exotique pour rendre Hawaï charmant, Lilo et Stitch ne l'a clairement pas choisi au pif, car elle colle parfaitement au contexte de la scène. Lilo et Nani sont sur le point d'être séparés par un représentant du gouvernement américain, tout comme l'annexion aux États-Unis a séparé des familles d'indigènes. Et pas que pour Hawaï. On a déjà pas beaucoup de films qui parlent de la façon dont les États-Unis ont séparé, pour ne pas dire détruire, des familles indigènes. Et voilà qu'un film Disney balance ça discretos, dans une scène qui peut juste passer pour une scène musicale typique Disney. Et le représentant en question,
n'est pas une mauvaise personne du tout. Le film le montre comme dur, mais juste, et surtout très compatissant envers les difficultés que rencontre cette famille. Il ne veut pas séparer Lilo et Nani, mais son travail au gouvernement l'exige. Et cette nuance permet de bien faire comprendre, même aux plus jeunes, que ce n'est pas lui le problème, c'est le système. Même que s'il peut aider cette famille à niquer le système pour rester ensemble, il est prêt à le faire. C'est pour ça que les gens étaient inquiets à l'idée de perdre Monsieur Bubble, lui et la nuance que son personnage a apporté à l'histoire, en faisant de l'assistante sociale une antagoniste sans profondeur. Même le parallèle évident avec les aliens donnant une fantaisie rassurante où le gouvernement peut être facilement convaincu et berné, et où l'agent qui veut séparer une famille est un gros méchant, qui dans les suites rejoindra carrément un méchant hamster qui veut dominer la galaxie. Ce qui importe un côté monde des enfants simple et rassurant, opposé au monde des adultes difficile et complexe. Opposition confirmée par cette répétition de cette blague. Est-ce que vous voyez un début d'infection? Vous voyez un début d'infection? Ah ouais. Et finalement, la fantasy finit par avoir raison du réel, avec Bubble qui se mêle à cette histoire pour profiter d'une occasion de niquer le système en aidant une famille. Et ça permet aussi de corriger la grosse incohérence du film. Votre visage m'est familier. CIA, Roswell, 1973. Ah oui, vous aviez des cheveux en ce temps-là. Attends, elle a été sur Terre? Donc pourquoi elle ignore tout de la Terre au début du film? Surtout qu'apparemment c'est à elle que Bubble a fait croire le bobard sur les moustiques pour sauver la Terre. La Terre est une immense réserve naturelle protégée. Oui, nous nous en servons de base pour la sauvegarde du moustique, qui, dois-je vous le rappeler, est une espèce menacée. C'est marrant parce que l'argument de la réserve naturelle pour les animaux en voie d'extinction, c'est celle qu'on utilise pour que les corporations ne détruisent pas des pays et des régions dont les premières victimes seraient des humains. Du coup, c'est ironique. Le gouvernement apporte plus d'importance à la vie des moustiques qu'à la vie d'êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire par ce film est bien mais il aurait pu être tellement mieux? En enlevant ces scènes où Lilo affronte les conséquences de la colonisation de son pays, les dangers qu'elle encourt et tout, on perd une grosse partie de l'histoire et de ses thèmes. Et beaucoup de scènes ayant un sens réellement subversif, surtout pour un Disney, passent pour un gag ou une scène mignonne classique du studio. Et là vous allez me dire, Disney est woke maintenant, et ils adorent rappeler que le racisme c'est pas bien. C'est obligé qu'ils vont ramener et exploiter cet aspect du film et lui rendre justice. Non, c'est mort. Lilo déwokisé. Comme je l'ai expliqué, Disney n'est pas woke. Derrière ses caricatures de girl boss et ses représentations superficielles comme le 30e premier personnage gay de l'histoire de Disney, leurs remakes ne vont jamais au-delà du centrisme aseptisé, qui fait genre que le racisme n'existe plus, ou idéalement n'a jamais existé, encore moins au point systémique. Donc le côté anticolonialiste, ils essayaient déjà de le tuer dans l'œuf, et l'ont fait oublier avec les suites et vacances à leur hôtel à Hawaï. Il y a de très gros risques que ce sera encore moins mis en avant dans ce remake. Et l'annonce de Sydney Agundong dans le rôle de Nani n'a fait que confirmer les craintes des fans. Et c'est pas seulement injuste envers la communauté hawaïenne, mais c'est aussi injuste envers l'actrice Sydney Agundong qui n'a rien demandé en fait. C'est sûrement une bonne actrice, et c'est vrai qu'elle est née à Hawaï et qu'elle est un tiers polynésienne, en plus de philippine et caucasienne. Donc voilà, ça reste mieux que Emma Stone en hawaïenne quoi. Bon, meilleur que le pire, d'accord, c'est pas ouf. Hein. Et le fait qu'elle correspond selon certains au canon de beauté hollywoodien, alors que l'un des intérêts de Nani c'est qu'elle ne correspondait pas au physique habituel des princesses Disney, en la montrant comme juste une fille hawaïenne de tous les jours, ça enlève encore du charme à l'original. En temps normal, j'aurais fait confiance en l'acting et l'écriture pour compenser cette différente interprétation du personnage, mais voilà quoi. C'est un remake Disney. Même Tom Hanks jouait mal avec pourtant le réalisateur qui lui a donné quelques de ses meilleurs rôles. Je sens aussi venir d'autres conneries, genre Nani qui a un méchant patron qui la malmènera parce qu'elle est une femme ou une native, ou les deux, résumant la dénonciation du système colonial à un individu qui ne représente qu'une déception. Le directeur est un vampire et il souhaitait me voir rejoindre la Légion des morts vivants. Je le savais. Voire ils vont rendre Nani trop compétente et à la vie facile, perdant encore plus la critique des difficultés de trouver un emploi, et changer la Nani identifiable avec des difficultés à trouver l'équilibre entre ses responsabilités, sa famille et son propre bien, pour en faire un modèle de girl boss paternaliste. Genre, regardez, Nani arrive à trouver du boulot, pourquoi t'es toujours au chômage, toi? Quel racisme systémique? Quelle crise du travail ou de l'inflation? Non, c'est toi qui es nul! Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Je ne serais pas non plus surpris que dans une intention de faire du féminisme de surface, on montre Nani exposer des têtes d'aliens avec des chorégraphies le sourire aux lèvres, tu vois. Alors dans d'autres circonstances, j'aurais été pour voir une hawaïenne badass démolir des monstres de l'espace, mais faire ça pour remplacer un message qui demandait qu'à être utilisé avec justesse, voilà quoi. Oui, je sais, on dirait que je critique le film en l'avance, mais s'il vous plaît, comprenez-moi. Tous les remakes Disney ont le même pattern. À force, je finis par anticiper, moi. On est à un stade où Pinocchio, l'incarnation du vilain garnement qui fait que des bêtises, est limite changé en super-héros qui n'ose même pas boire une boisson non alcoolisée ou se sécher l'école.
Ouais, j'ai très peur pour nos deux héros qui vont devenir encore plus sages que dans le plus sage des épisodes de la série télé. Aussi, disons-le, faire un tel remake Disney, par rapport aux enfants acteurs, ça va être un petit peu handicapant. Au moins, un dessin animé, tu es sûr que la gamine fera les tronches, les mouvements, les cascades, et tous sans difficulté. Et tu peux tricher avec l'âge de l'actrice qui donne sa voix au personnage, genre en prenant une ado de 12 ans pour jouer une gamine de 6 ans. Pour l'anecdote, Lilo dans le film original est joué par David Chase, qui est aussi la voix américaine de Chihiro, la petite sœur de Donnie Darko, et Samara dans The Ring. Blague obligée. Mais là, je vais pas trop juger le talent d'actrice de Maya Kealoha. C'est son premier film après tout, donc même si elle s'avère pas ouf, je blâmerais plus le casting ou le réalisateur s'il la dirige mal. Ça serait pas totalement de sa faute si elle jouait mal, hein. Mais voilà, premier film à l'âge de 10 ans, il y a des chances qu'elle soit pas à la hauteur, c'est normal. Mais aussi, je sens qu'on peut dire adieu à toutes les scènes où elle agresse des camarades de classe, ou qu'elle fait des poupées voodoo d'elle pour la tuer, ou qu'elle parle de suicide, et encore moins qu'elle fasse des farces aux touristes pour se rebeller contre le colonialisme. Non, on est bien parti pour avoir l'enfant angélique survalorisé, alors que les gens kiffent Lilo parce qu'elle est l'exact inverse de ça. Et Stitch va sûrement perdre ses pulsions meurtrières dès le début. Limite, ce sera une créature innocente jugée à tort, tu sais. Avant, t'avais E.T. avec un peu d'humour noir, maintenant, ça risque juste d'être E.T. E.T. Light. Et Pickly en drague, il y a des chances que ça disparaisse aussi. Alors oui, Disney s'oppose aux lois transphobes et anti-drag show de ce connard de Ron DeSantis, le gouverneur actuel de la Floride. Mais de l'autre côté, je sens qu'ils vont quand même effacer cet aspect du personnage, hein. Et ce en prétextant que c'était homophobe. Chose que littéralement personne n'a dit en fait. Mais bon, de la part du studio qui se croit MeToo de dégager Shang du remake de Mulan, un love interest très populaire et que personne ne reprochait quoi que ce soit, encore moins vis-à-vis de sa relation avec Mulan, et qu'ils ont changé la chanson Embrasse-la pour éviter que ça donne l'impression que le prince Eric s'impose à Ariel. Attends, quoi ? Attendez, vous avez capté que tout le film, c'est Ariel qui veut activement se taper le prince Eric? Non seulement elle fait tout pour le séduire, mais en plus, à ce moment-là, si elle l'embrasse pas, elle crève! Vous changez ça pour corriger de la soi-disant misogynie, mais vous êtes tellement misogyne que vous comprenez pas que c'est Ariel qui fait du rentre-dedans, là! Même la chanson de la méchante qui est censée dire des trucs faux pour piéger l'héroïne, il la change parce que faut pas laisser entendre que les femmes ont plus de chance avec les hommes si elles se taisent! Mais personne ne pensait ça, car tout le monde avait compris que c'était un baratin de méchant. Dans cette scène, elle exploite les insécurités d'Ariel, c'est au contraire censé critiquer le sexisme. Et vous dégagez ça en croyant être féministe, vous êtes débile. Et l'autre truc que je trouve assez hypocrite, c'est que... Ok, que le film original qui se voulait comme une lettre d'amour à Hawaï soit quand même réalisé par des mecs blancs, je comprends, c'était les méthodes de l'époque et tout. Mais là où Marvel a la bonne idée de prendre des artistes ayant un lien social en commun avec les héros qu'on leur confie, ce qui permet de, quitte à ne pas avoir de meilleures séries ou films, d'avoir au moins une proposition un peu personnelle qui apporte de la diversité dans le style, l'approche et la recherche esthétique et émotionnelle, pourquoi Disney continue à prendre des blancs pour faire leur remake? C'est même pas un réal avec un nom un minimum vendeur comme Guy Ritchie, Jon Favreau ou... Rob Marshall? Il est vendeur, Rob Marshall? Les deux autres, j'ai déjà du mal à l'accepter, mais là, tu m'en demandes trop, hein. Et là, vous avez pris un jeune réal, et même là, vous prenez un blanc. Vous pouviez pas prendre un réal ayant un lien avec la culture en question? Genre Christopher Kaunahana? Quoique, on va éviter qu'il entache sa vision artistique chez Disney. Bah alors, Bryson Chun? Il bosse pour vous, hein, vous êtes au courant? Vous prétendez être woke, mais derrière la caméra, c'est encore plus blanc qu'un verre de lait sur la tête d'Ed Sheeran qui porte une perruque de Sephiroth en plein Antarctique. Ouais, peut-être que l'approche de Dean Fletcher Camp sera intéressante, mais vraiment, vous avez privilégié un gars qui fait un film sur une petite créature mignonne dans un monde moderne, plutôt que tout le reste qui fait l'identité de Lilo et Stitch, et aurait mérité d'être enfin mis en avant après une tentative timide. Comme je le disais, les gens viennent peut-être pour Stitch, mais ils ressortent en pensant à Lilo et Nani. Et après 20 ans de profit sur l'amour des gens pour ce film, Disney n'a toujours pas compris cette base. Bref, tout ça pour dire que les anti-woke peuvent être rassurés. Ce remake sera aussi woke que celui de la petite sirène. À savoir pas du tout. Et même, pas du tout, apparemment c'est trop woke pour eux quand même. Ils vont sûrement faire, comme d'habitude, un remake qui rendra le film original encore plus woke en comparaison. Et moi, j'en ai marre. Juste parce que vous voulez pas assumer que votre mascotte qui vend des millions de peluches kawaii est capable de servir à critiquer un système oppressif, ou de faire des trucs moralement douteux pour développer des personnages nuancés, et servir un arc au message bien plus positif que le confort apolitique d'un produit dérivé. Vous avez peur de perdre le public qui pourrait vouloir boycotter votre produit? Devinez quoi? Même quand vous le faites pas, ils boycottent! Les mecs, ils appellent au boycott dès qu'un personnage féminin existe dans un de vos courts-métrages! Non, et puis on sait tous que vos remakes, ils font quand même des chiffres indécents au box-office, malgré toutes les critiques qui se tapent, hein. Donc au bout d'un moment, on les emmerde! Ayez un peu de courage, quoi! Et faites le film anticonformiste que vous vouliez faire en 2002! Je vais même dire, sur le long terme, ça peut vous rapporter gros! Les produits dérivés Stitch, ils rapportent à max, car au-delà du côté kawaii, ce personnage représente quelque chose pour les spectateurs. Les fans ont une connexion avec lui, cette petite boule de poils
colérique qui fait que des bêtises et qui a du mal à trouver sa place dans le monde. Si vous enlevez ça pour en faire une peluche parmi d'autres, ben, votre nouveau Stitch, ce sera juste une mode. Mais cultivez ce que le personnage représente pour le public, et même quand ils seront adultes, les gens continueront à garder une image de Stitch auprès d'eux. Pas juste sur l'étagère, mais aussi en leur cœur et leur âme. Oh la vache, avec tout ça, j'ai oublié de parler du truc le plus effrayant à propos de ce remake. Stitch en live action. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de la chaîne. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don sur Patreon. Utip ayant fermé, cela va être ma seule plateforme pour des dons pendant un moment. Où vous y aurez accès au Discord privé de l'émission, ainsi que des exclusivités et infos sur l'avancée de la prochaine vidéo. Et vous aurez aussi des contreparties comme votre nom au générique, des badges, des mugs, des posters ou des t-shirts. Merci encore et à bientôt sur Fermez-la.